13h, le journal sur RTI 1. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. À la une, ce 13h, les PME, clés de l'émergence économique ivoirienne au cœur des 11e Journées nationales promotionnelles. L'événement portant sur l'innovation technologique, la transformation entrepreneuriale féminine et juvénile a été ouvert par le Premier ministre du gouvernement ivoirien, Robert Bekré-Mambé. Bouaké, la ville des 65 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire et pas qu'une ville de célébration. Bouaké, c'est une histoire riche de symboles. Le village baoulé de Bekékro, devenu aujourd'hui un centre administratif commercial important. Toute l'histoire de Bouaké à suivre. Et puis du sport dans ce journal avec l'Afrobasket Dames 2025. Entre airball, lay-up et dunk, la Côte d'Ivoire se qualifie pour les quarts de finale en battant l'Angola 82 points contre 74. Le résumé du match dans ce journal. Transformation digitale, performance et opportunités économiques. Les 11e journées nationales promotionnelles des PME sont lancées avec une accentuation sur l'entrepreneuriat féminin et des jeunes. Les PME, une réalité croissante. Le détail de cette première journée avec Franck Coatio. 11e journée promotionnelle des petites et moyennes entreprises, une vingtaine d'exposants mobilisés pour cette date d'ouverture des produits innovants en adéquation avec le thème innovation technologique. En termes d'études innovantes, nous avons apporté aux PME dans le cadre de la transformation digitale une boîte à outils qui va leur permettre de gérer efficacement leur clientèle. Sur le site des PME portés par des femmes, Métagnon s'est spécialisé dans l'entretien automobile. Que ce soit en mécanique, que ce soit dans tous les domaines en fait. La femme peut exercer et mieux même que les hommes. Des femmes, plus de 20% dans l'industrie formelle des PME, femmes et jeunes, au centre des 11e Journées nationales promotionnelles des PME, placées sous la présidence du Premier ministre. Plus de 70% de la population a moins de 35 ans. Les femmes représentent presque la moitié de la population. Leur pleine inclusion dans les tissus économiques est une condition incontournable de notre ambition collective d'émergence. Dans cette perspective, plusieurs initiatives ont été initiées par votre gouvernement, Monsieur le Premier ministre, avec pour objectif clair de faire des PME des acteurs plus compétitifs, résilients et intégrés aux chaînes de valeur. Ainsi, pour les années 2023 et 2024, 146 304 jeunes ont pu donc accéder à des financements pour leurs initiatives entrepreneuriales. Et je l'ai dit que sur les 146 304 jeunes, 54% sont des femmes. De plus, des initiatives telles la stratégie nationale de digitalisation des PME et de l'IA à l'horizon 2030, sans oublier la question de la construction de champions nationaux, toute une ambition affichée par le gouvernement. Ce thème d'aujourd'hui se veut également une invitation à une prise de conscience des conditions pour se hisser sur une trajectoire de croissance durable et profitable pour toutes les couches vulnérables. En effet, l'innovation, la transformation digitale et l'entrepreneuriat, le passage au numérique n'est plus une option, c'est une nécessité, une condition pour garantir le développement et la compétitivité de nos entreprises. Des entreprises compétentes restent à fédérer les attentes. L'intervention du chef du gouvernement est une invite aux franges femmes et jeunes à s'approprier les différents mécanismes de promotion des PME. Nous vous prions de finir ce beau forum de 48 heures par l'équation du succès du jeune entrepreneur. Parce qu'une chose est de vouloir commencer, une autre chose est de connaître les difficultés de parcours qui peuvent se présenter, mais surtout, une troisième chose est de savoir que l'État a mis en place un dispositif. Nous demandons à nos présidents de fêtières de glaner toutes les potentialités de l'État et les mettre à disposition de nos sœurs et de nos jeunes, parce que l'avenir du pays en dépend. C'est le sens même de ces journées promotionnelles de 2 jours initiées par la FIPME qui compte 27 groupements professionnels et associations et fédère plus de 4000 entreprises pour 80% de contribution aux recettes de l'État.
L'équation du succès des PME donne le résultat suivant d'une contribution de 20% au PIB, voilà, qui suscite des engagements pour plus de croissance. Et ce sont encore des chiffres qui permettent de mieux décider des données que l'État de Côte d'Ivoire souhaite voir renforcées pour plus de fiabilité et d'impact. Le pays lance une nouvelle stratégie de développement statistique. Le programme couvre la période 2026 à 2030. Grâce à Abigail Quadio et Didier Nguessan nous en disent plus. Les acteurs du système statistique veulent élaborer une nouvelle stratégie de développement. Elle vise à renforcer la production et l'utilisation des statistiques fiables au service du développement. Cette stratégie-là va être le document cadre même de développement de la statistique au niveau national pour les 5 prochaines années. C'est une stratégie qui concerne toutes les entités qui sont dans le système statistique national. C'est-à-dire non seulement l'Anstat est concerné, mais également les statistiques ministérielles, les instituts de formation et les autres organes du système statistique national. Les statistiques sont indispensables pour appuyer les politiques publiques fondées sur des données factuelles. C'est un document extrêmement important. On sait combien la statistique est importante dans la prise de décision. Nos décideurs, pour prendre des décisions, doivent avoir l'information parfaite, exacte et globale. Cette concertation est donc le point de départ d'un processus participatif qui devrait aboutir d'ici 2026 à un cadre structuré et ambitieux en vue d'orienter la production statistique nationale. La stratégie nationale de développement des statistiques SNDS 2026-2030 est en marche. Un chantier capital pour bâtir des politiques plus efficaces, éclairées par la rigueur des chiffres. Les stratégies de développement de la Côte d'Ivoire incluent l'épanouissement social. C'est d'ailleurs ce qui motive ce programme que vous allez voir de construction de 300 logements pour les professionnels des médias. Des maisons situées sur 10,53 hectares à Aoué, à moins de 50 minutes d'Abidjan, pour un apport avoisinant les 15 millions de francs CFA, un apport individuel. Marie-Chantal Akandan et Adama Kéré. La première pierre d'un rêve pour les professionnels des médias se concrétise. Ce 28 juillet à Aoué, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a lancé un projet de 300 logements subventionnés à hauteur de 8 millions de francs CFA chacun, en faveur des professionnels des médias. Un projet qui s'inscrit dans un partenariat public-privé. Ce projet qui nous réunit aujourd'hui ici permettra à terme de sortir 1300 logements, dont 300 logements ont été dédiés aux agents des médias, sera livré dans les délais convenus, avec une qualité irréprochable répondant aux standards internationaux les plus exigeants. Je reste convaincu que la Caisse des dépôts et consignations peut être un acteur majeur dans le secteur, dans le cadre d'une synergie Caisse des dépôts, secteur privé, institutions de financement du développement, en vue d'apporter une réponse au financement de certains projets alignés à notre PND. L'émotion était palpable lors de la cérémonie. Meïté Sindou, porte-parole des bénéficiaires, y a vu un jour mémorable, symbole fort d'un rêve longtemps caressé. La grande famille des médias exprime son immense gratitude au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Un programme d'acquisition de logements soutenu par le gouvernement au profit de tout l'écosystème des médias est assurément une grande première. C'est le signe de l'attention particulière portée par le président de la République sur notre secteur. Le ministre Bruno Nabagné-Koné a replacé cette initiative dans la vision globale du gouvernement qui prévoit la construction de 45 000 logements au terme des projets présidentiels sociaux. Le logement devient plus que jamais une cause nationale sur laquelle votre gouvernement construit jour après jour, mois après mois, année après année, les fondations d'une société plus équilibrée, plus juste, plus solidaire, en un mot, plus humaine. Pour le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, ce programme traduit la volonté d'améliorer durablement les conditions de vie des professionnels des médias. C'est à travers cet engagement pour un social hardi et un véritable partage, une redistribution réelle de la richesse du pays, que nous avons souhaité aider les travailleurs de l'écosystème des médias à avoir un toit,
afin que, dans la sérénité, il puisse aider à œuvrer au rayonnement de ce secteur d'activité, mais surtout à la consolidation de la démocratie et de la paix. Le Premier ministre a salué cette initiative porteuse d'espoir et a invité tous les acteurs impliqués à se mobiliser pour garantir le succès de cette opération. Le projet immobilier en faveur des acteurs de la communication et des médias permet d'offrir les appartements de 3 pièces à un prix relativement maîtrisé grâce au soutien de l'État. Cette politique permet aux travailleurs, notamment ceux des médias, d'accéder à la propriété immobilière à un coût abordable. Chers amis des médias, le gouvernement vous donne les moyens d'exercer votre métier avec sérénité. Libérez des pressions liées à l'habitat pour ainsi contribuer pleinement à l'éclosion d'une Côte d'Ivoire unie et prospère. Ce projet n'est qu'une première phase. Le renforcement de la mise en œuvre du programme présidentiel de logements sociaux et économiques permettra de fournir des dotations additionnelles à votre secteur si cher au président de la République. L'ambition du gouvernement est claire. Faire du rêve d'un chez-soi une réalité pour tous. Nous y parviendrons en lançant aujourd'hui les résidences dites les jardins d'Aoué. Nous écrivons une nouvelle page de notre histoire collective. Que chaque clé qui vous sera remise dès la fin de l'opération soit un symbole d'espoir. À Aoué, ce chantier n'est pas qu'une simple construction, c'est un geste fort de reconnaissance et d'équité envers les acteurs des médias, longtemps en attente de solutions concrètes. Et des jardins d'Aoué, prenons la direction de Bouaké, la ville des 65 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Bouaké, deuxième plus grande ville du pays. C'est aussi une histoire riche de communalisation. Elle remonte au XVIIIe siècle, du village de Bekekro, au cœur de la savane baoulée. Un centre administratif aujourd'hui, économique, mais aussi commercial. Toute l'histoire avec Laure Goretti et Soro Corona. Bouaké, ville du centre de la Côte d'Ivoire, est appelée Bekekro jusqu'en 1900. Située à 347 km au nord-ouest d'Abidjan, Bouaké est la deuxième ville la plus peuplée du pays après Abidjan. Les premiers Français, dont le capitaine Jean-Baptiste Marchand et ses tirailleurs, atteignent Bekekro en décembre 1893. En 1898, Bekekro devient un centre important de trafic entre le nord et le sud et prend le nom de Bouaké. En 1900, des liaisons s'établissent entre la localité et plusieurs autres villes du pays. Les colons français décident de fonder une nouvelle ville administrée et bien structurée. On a vu la fin parce que nous sommes les enfants de l'indépendance et nous avons vécu à Bouaké, un Bouaké de nombreux peuples, une seule cité, où on était tous confondus avec des Blancs, des Libanais, des Noirs, et c'était vraiment un Bouaké où il faisait bon vivre. Déjà, il y avait une administration en place et ce qui a favorisé la colonisation de Bouaké. En 1956, Guibo Sunkalo devient premier maire de la commune à la suite de l'administration coloniale. En 1963, la municipalité acquiert son autonomie administrative, politique et devient une commune. Bouaké est à 400 quelques kilomètres de chaque frontière de la Côte d'Ivoire. Donc tout le transit commercial passait par Bouaké. Donc les Européens à l'époque avaient fait de Bouaké un gros bourg, un gros carrefour économique. Et c'est ce qui a fait que Bouaké a été développé et que Bouaké a été fait commune plutôt que beaucoup d'autres cités. Bouaké en tant que commune a connu des développements importants, notamment en termes de développement urbain. Bouaké avant s'est limité à quelques quartiers. Mais aujourd'hui, Bouaké va atteindre Katoula bientôt. Mais Bouaké s'est agrandi. Bouaké est un bijou. Quand on regarde Bouaké, et lorsqu'on a voyagé, on peut être fier de Bouaké. Plusieurs maires se sont succédés au poste de premier magistrat de la commune. De Guibo Sunkalo en 1956 jusqu'à Amadou Kone depuis 2023 en passant par Kona Blindou Michel, Kofi Kona Antoine,
Kounan Deni, Fanny Ibrahima et Nicolas Issouf Dibou. Je pense que le premier avantage, et pas les moindres, ça a été la force des maires, et surtout du maire Dibou, qui a été le premier maire africain de Bouaké et qui avait donc une plus grande latitude que tous les autres maires. En tant que maire d'une commune, il avait le choix et il avait le devoir d'avoir des projections. Il faut féliciter son Excellence, Monsieur le Président de la République, et M. Alassane Ouattara, qui a accepté de changer de lunettes pour regarder la ville de Bouaké. Nous pouvons obtenir plus si nous faisons la paix. Le conseil municipal, avec à sa tête le maire Amadou Koné, s'est battu pour repositionner la ville de Bouaké. Aujourd'hui, je peux affirmer fièrement que nous avons repris notre deuxième place. Capitale du district de la vallée du Bandama et chef-lieu du département, Bouaké a connu un coup d'arrêt dû à la crise militaro-politique. Aujourd'hui, passé ces tristes épisodes, Bouaké entame un développement assez fulgurant. Et voilà, l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est aussi celle de Bouaké. Et d'hier à aujourd'hui, Bouaké laisse des traces avec le carnaval international, sa cathédrale Sainte-Thérèse, un lieu de pèlerinage, des spécialités culinaires locales, des produits artisanaux et depuis peu, Transcao PK24, l'usine de transformation des fèves de cacao de Côte d'Ivoire. Et pendant ce temps, Dimbokro a une solution à 1,8 milliard de francs CFA pour changer le quotidien de sa population. C'est un investissement pour des projets renforcés, des infrastructures en voie de finalisation, une commune tournée vers l'action pour son développement, selon Godefroy Okambawa. La commune de Dimbokro est résolument engagée sur la voie du développement. Au cours de sa deuxième réunion de l'année, il a été question de l'adoption du budget modificatif pour l'exercice 2025, répondant ainsi aux aspirations des populations. 1,8 milliard de francs CFA pour la construction et la finition des infrastructures de base en cours, écoles, centres de santé et surtout l'adduction en eau potable. Nous avons réalisé déjà beaucoup de centres de santé, beaucoup d'écoles. Les populations ont vu, les populations sont satisfaites. Mais comme vous le savez, les populations ont toujours des attentes. Et donc je les ai rassurés sur le fait que nous sommes engagés, déterminés à faire en sorte que tout ce que nous avons entrepris puisse être achevé et cela dans les meilleurs délais possibles. L'autre point de cette session est la mise à disposition dans les prochains mois des infrastructures quasi achevées. Il s'agit entre autres des centres de santé, des cantines scolaires, des salles de classe et des systèmes d'adduction d'eau dans les quartiers RTI, Providence et Chrétienville. Tout ça a été donc consolidé et mis dans le programme triennal 2026-2028. Donc nous allons mettre en œuvre ce programme triennal. Comme c'est des perspectives, les ressources seront donc dégagées pour réaliser donc ce programme triennal. En marge de cette réunion, le maire a effectué une visite sur plusieurs sites devant accueillir le lycée d'excellence des jeunes filles avec internat, le centre professionnel technique, le commissariat de police et la base de la compagnie républicaine de sécurité. Et quand il faut bâtir, la commune d'Adjamé construit carrément un pont vers la Corée du Sud. Un pont culturel, musique et gastronomie entre Ambok et Coupé-Décalé. Une journée culturelle ivoiro-coréenne à Adjamé. La jeunesse est carrément emballée. Le récit de Régis Kofi. Ils étaient nombreux, les jeunes Ivoiriens, à répondre à l'invitation de l'ambassade de la Corée en Côte d'Ivoire pour prendre part à ce moment de partage organisé au CESTICAO, Centre sportif culturel de TIC ivoiro-coréen, Alassane Ouattara, dans la commune d'Adjamé. La coopération ivoiro-coréenne même plus perdure dans le temps, afin que nous puissions véritablement nous imprégner de la diversité culturelle que les Coréens proposent ici en Côte d'Ivoire. Et j'ai beaucoup appris aujourd'hui, j'ai appris à propos des webtoons, des dessins animés coréens, la rentabilisation monétaire que ça apporte sur les pays et puis la différence entre le nôtre et les pays. Au programme de ces festivités, organisées en partenariat avec l'Agence coréenne de coopération internationale, KOICA, des activités éducatives, culturelles et également la finale du K-Pop World Festival 2025.
J'aimerais montrer justement la coopération entre la Corée du Sud et la Côte d'Ivoire et surtout on accompagne des vendeurs. On va organiser une démonstration des cosmétiques coréens et en même temps la dégustation des nuits coréennes. Les Coréens ont créé ce festival pour partager leur savoir, partager la coloration de leur culture. La Corée du Sud renforce ainsi ses liens d'amitié et de coopération avec la Côte d'Ivoire. Cette journée culturelle était placée sous le sceau de la célébration du dialogue entre les civilisations. Nous passons de la culture à l'inclusion des femmes dans la diplomatie. Elles militent pour plus de voix représentatives, des voix qui comptent dans des grandes décisions du monde. Et à Abidjan, ONU Femmes et le ministère des Affaires étrangères ont célébré la Journée internationale de la femme dans la diplomatie. Le point de Nadège Kassi, Carmel Dia et Fernand Kona. Elles sont venues de plusieurs ministères, des femmes engagées, pour marquer la Journée internationale des femmes dans la diplomatie. Objectif, faire bouger les lignes. En 2025, la priorité pour le ministère des Affaires étrangères est de bâtir une diplomatie plus sensible au genre avec une feuille de route claire. L'inclusion des femmes dans les cercles diplomatiques reste un enjeu stratégique. Elle nous appelle également à intensifier nos efforts. Car malgré les engagements, les femmes restent sous-représentées dans la diplomatie et les instances décisionnelles. Les chiffres sont éloquents. En 2025, seuls 25 pays comptent une femme à la tête de son État ou du gouvernement. Seulement 22 plus 9% des ministres sont des femmes, avec une forte sous-représentation dans les portefeuilles stratégiques comme les affaires étrangères ou la défense. Et depuis 1947, à peine 7% des ambassadeurs nommés dans le monde sont des femmes. Soyez courageuses, n'hésitez pas de prendre des opportunités parce que souvent on demande les femmes, est-ce que vous êtes capable de le faire? Est-ce qu'on demande ça aux hommes? Non. Alors, soyez courageuses et puis prenez les opportunités. Pour ONU Femmes et Suisse, la Journée internationale des femmes dans la diplomatie rappelle combien la prise en compte du genre dans la diplomatie est essentielle pour bâtir un monde plus pacifique, stable et équitable. Allez, de l'équilibre pour le leadership et la vision, même en situation de handicap. L'exemple à Port-Bouët, où l'ONG Mouvement des personnes handicapées valorise les compétences et les capacités de ces personnes en situation de handicap par des certificats de formation. C'est un pas de plus vers l'autonomie, nous disent Grace Agbo, Abou Sanogo et Fernand Kona. Pour une meilleure insertion sociale et professionnelle, 83 personnes en situation de handicap ont été formés au métier du digital et à l'utilisation responsable des réseaux sociaux. Une initiative de l'ONG Mouvement des personnes handicapées du Côte d'Ivoire en collaboration avec une entreprise de la place. La formation a duré 3 jours. Il y a eu une formation à Bassam, à Port-Bouët et à Treichville. Nous avons eu aujourd'hui 82 diplômés qui ont reçu leur certificat au métier du numérique. Nous avons initié un digital pour les former, pour qu'ils puissent vraiment s'intégrer dans la société. Les participants ont été félicités en recevant des certificats de formation lors d'une cérémonie et des matériels orthopédiques de la part des partenaires de l'association pour faciliter leur mobilité. L'action d'Advance Côte d'Ivoire est véritablement une mission d'inclusion financière, mais aussi d'inclusion sociale. Je suis heureuse d'avoir reçu ce certificat qui montre que moi aussi, en tant que personne en situation de handicap, j'ai été formée au numérique, au digital. La formation Handi Digital va s'étendre sur tout le territoire national afin d'initier les personnes handicapées à la culture du numérique. Des actions pour l'autonomisation qui forgent l'espoir. Et puisque il faut penser espoir, la ville de Mans plante un arbre, des semences de paix dans la région des montagnes. Autorités, élèves et guides posent ce geste fort pour l'avenir de l'environnement, mais aussi l'avenir social de la Côte d'Ivoire. Le commentaire de Chris Diomandé et Godefroy Okambawa. Dans le département de Mans, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, planter un arbre n'est plus seulement reverdir la terre. C'est un acte d'engagement pour la paix. Un symbole fort dans une région marquée par l'histoire, mais tournée vers l'avenir. Sous le thème « Pour la paix, je plante un arbre », la capitale du Tonkpi
a vibré au rythme d'une mobilisation collective, citoyenne et écologique. Le site de l'université de Mans, choisi pour l'occasion, s'est transformé en creuset d'unité. Cadre administratif, force de l'ordre, guide religieux, tous autour d'un seul message. La paix s'enracine dans chaque arbre planté. Je voudrais donc saisir cette opportunité pour en appeler au sens de responsabilité des uns et des autres, car si nous ne faisons rien maintenant, il sera trop tard et notre inaction nous coûtera plus cher demain. Au vu de tout ce qui précède, il me semble impérieux de se mobiliser tous pour freiner la dégradation des forêts, au mieux de les restaurer à travers le reboisement, car nous n'avons pas le droit de léguer à la génération future un environnement hypothéqué. Cette initiative sonne comme un engagement où chaque arbre planté devient un témoin de l'engagement des générations actuelles pour un avenir durable. Le gouvernement veut surtout nous exhorter à planter un arbre pour honorer notre engagement envers la paix, à planter un arbre pour léguer à nos enfants une Côte d'Ivoire verte et plus forte, à planter un arbre pour bâtir une nation plus résiliente, plus juste et profondément unie. Un planting d'arbres sur le site de l'université de Mans, un geste symbolique posé au cœur du savoir pour signifier que la paix, tout comme la préservation de l'environnement, s'apprend, se cultive et se transmet. Et en sport, 2 victoires pour les Ivoiriennes à l'Afrobasket Dames 2025. Et la Côte d'Ivoire est qualifiée pour les quarts de finale. Les éléphantes ont décroché leur billet face à l'Angola hier entre airball et dunk. Le match s'est achevé sur le score de 82 points contre 74 pour l'adversaire, suivant ce résumé par Arsène Kouassi. Après leur brillante entrée en lice face aux pharaons d'Égypte, les éléphantes de Côte d'Ivoire confirment leur statut de prétendantes sérieuses au titre. Opposées ce lundi à l'Angola, autre grande nation du basketball africain, les Ivoiriennes se sont imposées avec autorité sur le score de 82-74. Portées par une défense solide et une belle efficacité offensive incarnée par la meneuse Kaiser Moli, les coéquipières de la capitaine Kariata Diaby dominent de bout en bout les 4 quarts-temps malgré quelques frayeurs et signent ainsi une deuxième victoire consécutive dans ce groupe A. Une performance remarquable qui permet à la Côte d'Ivoire de valider son ticket pour les quarts de finale. Avec ce succès, la Côte d'Ivoire rejoint le Nigeria et l'Ouganda déjà qualifiés pour le prochain tour et s'affirme un peu plus comme l'une des équipes à suivre de très près dans cette compétition continentale. En quart de finale, la Côte d'Ivoire affrontera le vainqueur du match de barrage Sénégal-Rwanda prévu ce jeudi. Et direction le Maroc où se tiendra la prochaine CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. On parle de football. Et le réseau international francophone pour le sport est formé à l'université Mohamed V de Rabat. Le point de Donald Conan et Régis Kofi. Le réseau international francophone pour le sport souffle sa 7e bougie au cours de son assemblée générale annuelle tenue à Abidjan. Une rencontre bilan sur la formation, l'inclusion des femmes et la diplomatie sportive dans 9 pays francophones. Nous sommes fiers d'avoir des retours impactants, des retours forts qui ont fait du bien aux acteurs sportifs à travers nos différents programmes, Sport et Vie, le sport avec elle, pour l'autonomisation de la femme à travers le sport, et puis le célébrissime marché du développement de l'économie sportive qui est Sporama. Un partenariat scientifique pour renforcer la formation, la recherche et l'accompagnement des professionnels du sport a été signé entre le RIFS et la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Mohamed V de Rabat au Maroc. Il y a eu des grandes réalisations qui ont été faites et le RIF essaie de s'intégrer dans toutes les actions positives, dans tout ce qui peut se faire au niveau des athlètes, au niveau des États, mais aussi au niveau du sport. De nombreuses recommandations ont été formulées pour renforcer l'écosystème sportif. Nous avons d'autres éditions de Sport et Vie, mais cette fois-ci qui seront dans d'autres pays. Nous avons aussi d'autres pays francophones à toucher. Avec des projets en pleine expansion, le RIFS confirme son ambition, celle de faire du sport un levier de cohésion, d'éducation et de développement dans l'espace francophone.
L'actualité au Sénégal, une enquête est ouverte sur les violences politiques ayant causé près de 80 morts entre 2021 et 2024. Plus de 60 plaintes ont déjà été déposées par des victimes dans plusieurs régions du pays avec l'appui juridique d'organisations de droits de l'homme. Les avocats de ces organisations accompagneront les victimes et leurs familles tout au long de la procédure. La saisine vise à faire la lumière sur les crimes les plus graves, meurtres, actes de torture, assassinats et potentiellement des faits qualifiables de crimes contre l'humanité qui ne peuvent être amnistiés en vertu des engagements internationaux du Sénégal. Et voilà, je vous propose à présent de suivre avant la clôture de cette édition cette information importante, ce communiqué de la présidence de la République. Mes chers compatriotes, conformément à la Constitution de la Troisième République, l'élection présidentielle se tiendra le samedi 25 octobre 2025. Ce scrutin sera l'occasion de confirmer une fois de plus la force de nos institutions et l'enracinement de notre démocratie. Comme je l'ai indiqué à plusieurs reprises, toutes les dispositions ont été prises pour que les élections soient apaisées, démocratiques et transparentes. Je voudrais à nouveau vous rassurer que nous mettons tout en œuvre pour maintenir le climat de paix, de stabilité et de sécurité que connaît notre pays depuis plusieurs années. Mes chers compatriotes, depuis plusieurs mois, je reçois de nombreux appels de nos compatriotes concernant ma candidature à l'élection présidentielle. Des femmes et des jeunes de toutes les régions de Côte d'Ivoire, des anonymes dans nos quartiers, dans nos villes et nos villages. En réponse à tous ces appels, j'avais annoncé le 22 juin dernier qu'en tant que président de tous les Ivoiriens, je prendrai après mûre réflexion une décision guidée par l'intérêt supérieur de la nation. Comme vous le savez, en mars 2020, j'avais décidé de transférer le pouvoir à une jeune génération. Je l'ai dit parce que je crois en l'alternance et à la transmission générationnelle. Je tiens aussi à la parole donnée. C'est pourquoi, durant toute ma carrière professionnelle et tout au long de mon action au service de l'État, j'ai fait du respect de la parole donnée un engagement. Toutefois, les années passées à la tête de notre pays m'ont fait comprendre que le devoir peut parfois transcender la parole donnée de bonne foi. En effet, à l'occasion de ma prestation de serment, j'ai pris l'engagement de servir la Côte d'Ivoire, de la protéger, de veiller à l'unité nationale, à l'intégrité du territoire et de travailler au bien-être du peuple ivoirien. C'est pourquoi, après mûre réflexion et en toute conscience, je vous annonce aujourd'hui que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Oui, je suis candidat parce que la Constitution de notre pays m'autorise à faire un autre mandat et ma santé le permet. Je suis candidat parce que notre pays fait face à des défis sécuritaires, économiques et monétaires sans précédent, dont la gestion exige de l'expérience. En effet, la menace terroriste grandit dans la sous-région et les incertitudes économiques au niveau international constituent un risque pour notre pays.
C'est une réalité que personne ne peut nier. C'est une réalité que je ne peux ignorer. Je suis candidat parce que je veux que notre chère Côte d'Ivoire continue de demeurer un pays prospère, en paix et en sécurité. Mes chers compatriotes, ce nouveau mandat sera celui de la transmission générationnelle avec l'équipe que je mettrai en place. Nous pourrons consolider les acquis et nous continuerons à améliorer le quotidien de nos compatriotes, notamment les plus vulnérables. Nous poursuivrons l'œuvre de développement afin que notre pays continue sur la voie de la paix, de la stabilité et de la prospérité. Vous pouvez me faire confiance. Je suis déterminé à consacrer toute mon énergie à notre chère Côte d'Ivoire et à tous ses habitants. Que Dieu bénisse notre beau pays. Je vous remercie. Voilà, information importante, c'était le communiqué du président.